Jean-Guy Zogo, parlons justement de ce poste de vice-président qui a été créé au Cameroun il y a quelques mois en modifiant naturellement la loi fondamentale. Mais les Camerounais continuent à rester dans une longue attente également. On avait vu la célérité avec laquelle le poste de vice-président avait été adopté du côté de l'hémicycle de verre d'Ongwa-Ekele. Des mois plus tard, il n'y a pas toujours ce poste de vice-président au Cameroun. Qu'est-ce qui coince? Parfait. Ici, avant de répondre à votre question, je voudrais m'adresser aux populations camerounaises et à ceux qui nous dirigent. Le Cameroun est un bien commun. Je ne cesse de le dire. Et que nous le voulions ou non, nous sommes condamnés à œuvrer ensemble pour lui épargner la funeste trajectoire qui lui est prédite par les ennemis de son progrès. Ne nous mentons pas, nous sommes à un carrefour de notre histoire. La difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est qu'il n'y a que deux voies qui s'offrent à nous, celle de la continuité et celle de la rupture. Et selon que nous allons choisir l'une ou l'autre, nous allons choisir le destin des générations futures. Une incongruité juridique a été littéralement consacrée au Cameroun. C'est que normalement, la Constitution ne dispose pas. La Constitution consacre. Et la Constitution ne consacre pas des possibilités ou des éventualités. Elle consacre un cadre normatif dans lequel s'insèrent les lois inférieures. Parce que pour l'engagement de cette Constitution, oui, il y a une affaire là, on dit, le président peut nommer un vice-président. C'est ce que j'appelle une escroquerie politique. On s'est amusé à utiliser la Constitution pour nous donner l'impression que le chef de l'État peut, c'est-à-dire ne pourrait pas aussi. Or, en réalité, la loi fondamentale est censée établir un cadre normatif dans lequel maintenant viennent s'emboîter les autres lois inférieures. Et cette incongruité génère forcément des tensions parce que tout de suite on s'est rendu compte que le chef de l'État, en nommant le vice-président, va effectivement faire un aveu d'incapacité, mais surtout va désigner presque de manière inconsciente un dauphin constitutionnel. Forcément, ça nourrit les appétits de toutes ces créatures voraces qui veulent le remplacer sans avoir l'épaisseur requise pour le faire. Le problème ici, c'est que le débat autour de l'absence du chef de l'État m'a beaucoup fait sourire parce que ce n'est pas tant de liberté dont on a besoin que de n'être enchaîné qu'à ce qu'on aime. J'ai l'impression que Paul Biya est devenu un égrégore. Les populations camerounaises l'aiment, au-delà de tout entendement. Parce que depuis 1982, il a su entretenir en elle un espoir et une espérance qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais été satisfaites. Jamais satisfaites. Mais curieusement, il réussit toujours, à chaque nouvelle élection, à trouver les mots et les formules qui donnent l'impression que non, cette fois-ci, c'est la bonne. C'est un peu comme avec les joueurs de Njambo, les joueurs de jeux de hasard. Vous avez un individu qui perd constamment de l'argent, mais qui se dit que non, il y aura un moment donné, il va finir par gagner. Et vous avez des gens comme ça qui bousillent leur mariage, leur travail, parce qu'ils espèrent un jour gagner. C'est exactement dans la même configuration que les Camerounais sont. Au bout de 40 ans révolus, 43 ans, ils espèrent, ils continuent à espérer. Je rappelais ici que dans son discours de... Il y a 44 ans. 44 ans, voilà. Dans son rapport de politique générale du 22 mars 1985, j'avais 4 ans. Le chef de l'État avait déjà parlé de grandeur et espérance. Je vous invite à le lire. 44 ans plus tard, il parle de mandat de la grandeur et d'espérance. Ça veut dire qu'il a réussi en un demi-siècle à cadenasser la conscience collective et l'imaginaire collectif autour d'une idée, celle de un mieux arrivera. Et en attendant, les gens se contentent de la survivance. Vous comprenez un peu ça fait mais en le disant, maître, est-ce que ce n'est pas la preuve de ce que le président Paul Biya est un grand maître politique? Le président Paul Biya n'est même pas un grand maître politique, c'est un dieu de la politique. C'est un dieu de la politique. Je dis toujours que vous pouvez l'aimer ou ne pas l'aimer. Mais je vous garantis que les gens feront le voyage du Cameroun pour venir faire de lui un objet d'études politiques. Des thèses de doctorat seront écrites par dizaines. Parce que c'est difficile de comprendre comment quelqu'un a réussi dans un pays où le niveau intellectuel est aussi élevé. Ouais. Et je ne parle pas des diplômes, je parle des gens. Les gens réfléchissent au Cameroun. Hein. Les gens réfléchissent. Mais comment est-ce qu'on a réussi à cadenasser les gens dans un système où
la répression devient presque normale. C'est-à-dire, lorsque vous êtes réprimé, c'est normal. Parfois, vous êtes réprimé à tort. C'est-à-dire que vous êtes victime d'une injustice, mais vous finissez par avoir l'impression que c'est normal, ça va de soi. D'ailleurs, la phrase consacrée, c'est « on va encore faire comment ?» Et on réussit en même temps à vous nourrir d'un espoir qui n'est jamais satisfait, mais qu'on réussit à entretenir en vous. Et moi, je voudrais plutôt ici accuser les élus de la nation, les députés. Pourquoi? Dieu merci, l'honorable Coupi était là. L'honorable Coupi peut avoir fait sa part dans ce qu'il est censé faire. Mais moi, je voudrais par exemple interpeller les députés du département de l'Alequier, qui m'intéressent particulièrement. L'honorable Coupi Adamou ne me démentirait pas. Les missions dévolues à un député sont la production législative, le contrôle de l'action gouvernementale. Et avec l'évolution institutionnelle actuelle, la contribution au rayonnement du Cameroun à travers la diplomatie parlementaire. Bon, quand les gens rentrent dans leur village, ils font des dons d'intrants agricoles. Ils inaugurent des petits ponts en bois dans des petits villages. C'est pas ce qu'on attend d'un député. Or, je vous dis toujours que la constitution que vous avez là, c'est la consécration normative d'un rapport de force politique. On va chuter. Et donc forcément, si le rapport de force politique avait été différent au niveau de l'Assemblée nationale, on n'aurait jamais eu une constitution dans laquelle on met le chef de l'État peut nommer un vice-président. Donc moi je sortirais simplement en Mais disant pourquoi, non vraiment, ne sors pas. Pourquoi cette affaire de peu? Pourquoi avoir mis cette affaire de peu? Le président Laroué peut nommer le vice-président. Vous voyez donc en ce moment, maître, nous ne sommes pas en droit d'exercer une quelconque pression sur le président, justement, afin qu'il puisse nommer un vice-président. Justement, le problème se pose, c'est que... Pourquoi avoir mis peu? Je suis tenté de penser qu'il y a des gens autour de lui qui ont monté cette entourloupette politique et législative dans l'espoir que peut-être, lorsqu'il serait un peu discret, nous tous on a des gens chez nous qui ont cet âge-là. On a des grands-parents qui ont eu cet âge-là. Et parfois, si celui-là vous dit qu'il est très chiche, c'est quand il est discret que vous allez vérifier si son costume ne cache pas l'argent du cacao qu'il a vendu. Donc les gens se sont dit, au regard de son âge, il peut arriver à un moment donné qu'il soit discret. On va faire passer un truc. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie la tentative de coup d'État que certains ont appelé les vrais faux décrets qui ont failli être lus à la radio nationale. Donc moi, mon problème, c'est le peu. Le peu en lui-même consacre une escroquerie politique, parce que je le répète, on a nos enseignants de droit qui sont là-bas, qui sont au Conseil constitutionnel, ils savent pertinemment que la Constitution ne dit pas on peut. La Constitution consacre. Voilà. Comprenez? C'est même une insulte au peuple camerounais et à l'intelligence des Camerounais, parce que je leur rappelle toujours qu'ils veulent diriger le Cameroun comme si nous étions encore dans les années 60, où il y avait encore très peu de personnes en capacité d'analyser les normes qui étaient en vigueur. Je ne vous coupe pas, je ne peux pas vous dire les efforts presque extraordinaires que nous avons sortis. D'abord en tant que l'un des 30 parlementaires qui constituaient la commission spéciale. Sur cette disposition. Ne sais que, parce que... Est-ce que vous avez parlé de cette affaire de peu? Effectivement, ça n'a pas cela vous a échappé. C'est le premier amendement que l'UDC a soumis. Nous avons défendu cela en commission, ça n'a pas pu prospérer et on a effectivement évoqué l'argument du droit constitutionnel comme maître venait de le faire. Vous ne pouvez pas venir dans une constitution mettre une disposition aléatoire, une disposition facultative. Ouais. La constitution consacre les dispositions. Il dit non. Le Cameroun doit avoir un vice-président. Et nous avons dit, l'amendement qu'on a apporté, de dire que le président est assisté d'un vice-président. Ça veut dire que c'est... Ça aurait été différent. Le sens aurait été différent. C'est plus facultatif. C'est exactement la l'écriture que nous avons proposée. Donc en face, on vous a donné quelle explication? Non, je vous assure qu'aucune explication en termes d'arguments, en termes de raison. On vous dit simplement que ce que le président a envoyé, on doit ressortir avec ça comme il l'a envoyé. C'est terminé. On est venu ici pour défendre ce que le président a envoyé. Vous êtes une caisse de résonance. Non, attendez, ce n'est pas que nous sommes... Franchement, il y a... Bon, donc certains permettent, malheureusement, que ce que vous dites là soit une réalité irréversible. Parce que les députés ont voté contre, honorable. Combien de députés ont voté contre? Oui. Je crois que toute l'opposition et les députés de l'UNDP, nous sommes 16 députés. On n'a pas l'impression. Hein. Vous n'avez pas l'impression. Vous n'avez pas l'impression. Mais c'est ça la réalité. Donnez-nous les chiffres.
Mais je vous donne les chiffres que tous les 16 députés de l'opposition, les 5 députés du PCRN, les 4 députés de l'UDC, les 5 députés du LJF, bon, puisque, en fait, on peut dire 4 et plus l'honorable Niche, et les 2 députés de l'UMS, nous faisons 16. Tous les 16 ont voté contre. Et les députés de l'UNDP, je ne veux pas dire parce que le vice-président n'était pas là, le vice-président de l'Assemblée qui est membre de l'UNDP n'était pas, mais les autres ont voté contre. Les parlementaires de l'UNDP, ils n'ont pas voté ça. Donc, je crois simplement que c'était un passage en force. C'était un passage en force, à la fois dans la manière d'introduire cet texte au Parlement et la précipitation et la pression maximale. Souvenez-vous, on convoque le Congrès, on nous dit d'abord ça va se tenir à 10h, et puis finalement, non, on dit ça va être à 11h, finalement on ramène 10h, et on s'assoit, vous savez, quand le Congrès vient pour statuer sur une question d'ordre constitutionnel, vous venez d'abord dans une plénière pour qu'on ouvre le Congrès, puis vous revenez pour qu'on vous communique le test, et qu'on demande maintenant la mise sur pied de la commission spéciale qui va examiner au fond le test. Et ensuite, parce que quand on suspend, c'est pour que la conférence des présidents, qui est constituée des membres du bureau du Sénat et des membres du bureau de l'Assemblée, ça sert pour recevoir les tests et venir communiquer et mettre sur pied la commission. Quand on met la commission, nous étions déjà par là autour de 13h. Et on demande à la commission d'aller s'asseoir maintenant pour faire son bureau. Et que les travaux démarrent à 15h. Vous comprenez? Donc, entre 13h et 15h, le temps de s'asseoir pour faire le bureau et venir maintenant préparer les amendements. On ne voulait tout se passer comme si on ne voulait même pas que le député ait le moindre temps d'aller écrire les amendements. Mais malgré ça, nous avons écrit et on a soumis des amendements et on n'a pas voulu simplement que cela prospère. Bon, honorable, gardez le microphone. Hein. Vous nous avez dit comment cette affaire-là s'est passée à l'intérieur. Bon, l'affaire a déjà été validée. Nous n'y pouvons plus rien. C'est déjà constitutionnel. Et essayons encore de poser d'autres questions. Pourquoi, pour l'instant, le président ne nomme donc pas le vice-président en question? Deuxième préoccupation, est-il possible que le président ait un problème de casting? Qu'il ne puisse pas trouver un profil expérimenté ou alors un profil digne de confiance? Parfait, vous me demandez d'être dans le secret de bon Dieu pour dire ce que le président pense, pourquoi il ne nomme pas le vice-président. Je ne peux pas répondre à cette question. Lui seul sait pourquoi il ne le fait pas. Bon, maintenant, est-il parce qu'il n'arrive pas à faire le bon casting pour trouver quelqu'un qui peut faire le bon profil? Ce serait l'aveu d'incompétence et même de méchanceté. Parce que nous sommes tous des Bantous. On sait quand tu es un père, chef de famille, tu atteins un certain âge, tu dois pouvoir être capable de connaître qui parmi tes enfants est capable de rester, maintenir la famille rassemblée et continuer dans la direction que tu as tracée. Tu dois pouvoir le savoir. Si en 44 ans le président ne le sait pas, ça veut dire qu'il est méchant. Je ne veux pas dire qu'il est incompétent, parce que nous tous nous connaissons le degré d'intelligence du président de la République. C'est une personnalité extraordinaire. Tant sur le plan biologique, c'est pas tout le monde qui à son âge, qui atteint l'âge que le président a là et continue à faire les efforts que nous le voyons faire. Ce n'est pas tout le monde qui réussit à tourner en bourrique un peuple aussi intelligent que le peuple comme Maître venait de se lever ici. Il vient aujourd'hui, il vous dit une chose, il ne le fait pas, et 10 ans après, il revient vous le dire avec toujours vous maintenez dans l'espoir béat. Donc moi je crois que le président est suffisamment intelligent. Tout ce que je peux dire, c'est une sorte de méchanceté, parce que j'ai l'impression que le président n'est pas dans la posture d'une personnalité qui voudrait qu'après lui l'État reste debout et dans une stabilité. Parce que nous connaissons comment même dans les petites familles,
la bagarre de succession se fait après le départ du père s'il n'a pas su organiser la gestion de l'après. Merci honorable, hein. Une forme de méchanceté. Disons quand même sur ce plateau que le président n'est pas méchant. Alors, docteur Mbok, restons dans les promesses du président de la République en 43 ans de pouvoir et en 44 maintenant, on n'avait jamais vu le président de la République du haut de sa posture du chef de l'État promettre et annoncer la nomination d'un nouveau gouvernement dans les prochains jours. Il l'a fait, pas une fois, pas deux fois, en l'écart pratiquement de 2 mois, et nous allons déjà près d'un an, nous n'avons pas le fameux nouveau gouvernement. Est-ce que cela peut avoir une explication? Le président peut-il encore véritablement nommer un gouvernement? Oui, il a tous les leviers pour le faire. En fait, tout à l'heure, vous avez observé, j'étais amusé quand j'entendais la discussion sur la révision de la Constitution et la question de la vice-présidence. Le sociologue français Dominique Walton dit ceci, parlant de communication politique. Le plus compliqué, ce n'est pas le message, ce n'est même pas le canal, mais c'est le récepteur. C'est-à-dire que c'est celui à qui le message est adressé. La Constitution n'est pas adressée aux Camerounais. Ah bon? Elle est adressée à la communauté internationale. Nous sortons d'une crise. La situation est difficile et compliquée. Il faut rassurer les partenaires internationaux. Vous qui dites qu'il est âgé, sachez donc que, même si on dit qu'il est âgé, il peut avoir un collaborateur qui va poursuivre le processus d'endettement dans lequel nous sommes, par exemple. Nous parlerons de la dette tout à l'heure. Donc, la Constitution ne s'adressait pas aux Camerounais. C'est pour ça que peu importe l'action des députés, ils ne pouvaient rien changer sur cette question fondamentalement. Parce que, 1, il fallait s'adresser à la communauté internationale. 2, il fallait laisser une porte ouverte à l'opposition qui était énervée, qui était fâchée. Que si on arrive au dernier Rubicon et qu'on ne peut plus rien faire, voilà ce qu'on peut leur proposer de manière claire, qui est la vice-présidence. C'est là que je rejoins parfaitement le doyen Saint-Éloi quand il parle de la ruse, de l'excellence même des personnes qui communiquent autour du chef de l'État. Leur problème, ce n'est pas le message, ce n'est même pas le canal, c'est l'objectif qui est visé, c'est le récepteur. Donc, l'affaire de la révision ne pouvait avoir rien de constitutionnel parce que ce n'était pas fondateur pour une dynamique nouvelle, non. Il y avait un objectif de rassurer la communauté internationale, de garder une porte ouverte à l'opposition qui était agitée, et maintenant, pour la suite, voir, parce qu'à l'âge du chef de l'État, le voyage qui était certainement prévu était un voyage risqué. Quoi qu'on dise, qu'il soit revenu, pour moi, c'est un miracle. Il faut dire à Dieu merci. C'est un exploit, il faut dire à Dieu merci. Donc, ne sachant pas trop ce qui devait se passer, il fallait garder une porte ouverte. Mais cette porte ouverte continue de garder le RDPC dans le jeu. Parce que c'est eux qui sont au pouvoir. C'est eux qui ont la Constitution. On a fait des ballons d'essai en faisant des nominations étant à l'extérieur. Si l'affaire, du moins la santé du chef, se dégradait de ce côté-là, un vice-président allait être nommé étant là-bas. Et il allait avoir continuité. Comme ça ne s'est pas passé, le peu là donc reste la porte qui s'adressait à tout le monde, sauf aux Camerounais. Donc ce n'était pas un peu fortuit? Pas du tout, c'était tellement bien organisé. C'est un peu stratégique. Mais totalement stratégique, parce que... C'est un peu politique. Maître le rappelle totalement politique. Vous savez, quand Maître parle du chef de l'État dans l'excellence de sa capacité politique, moi je suis de ceux qui ont appelé à la chair Paul Biya. Les gens ont crié au scandale, mais je suis parfaitement de cet avis. Mais vous voyez, entre l'homme Paul Biya dans la stratégie et la gestion de la République, si les deux suivaient, on serait très loin. Oui. Le problème qu'on a, c'est que on a un homme qui apparemment est hautement doté des capacités pour se maintenir au pouvoir, qui a des capacités incroyables pour garder les Camerounais au chaud, dans l'attente, dans l'expectative, pour garder les Camerounais dans une sorte d'espérance. Il sait le faire, il sait le dire, il sait le penser. Le doyen Saint-Éloi l'a rappelé, c'est-à-dire qu'on a créé une cacophonie autour de la communication dans le seul but de mettre plus d'emphase sur le retour du chef
et non les actions qui devaient être menées. Vous voyez donc que la soif qui a été créée sur son retour fait que quand il est là, on oublie que Socadel dérange constamment, on oublie qu'on a le problème de réseau. Donc depuis jeudi, les vrais problèmes sont mis en berne. Et tout le monde est maintenant dans l'attente. S'il y a une chose que le RDPC et son chef ont réussi parfaitement, c'est de créer une ambiance de prospective même dans le vide. Vous espérez que le 17h de lundi, peut-être vous y serez. Vous espérez que dans les DG qui vont arriver, peut-être vous y serez. Vous espérez que dans les financements qui vont arriver, peut-être vous y serez. Et tous les Camerounais sont embarqués dans cette dynamique où le taximan, c'est qui peut être ministre, le benzikineur, c'est qui peut être ministre, le sauveteur, c'est qui peut être ministre. Bref, la République de l'espoir. Voilà, la République de l'espoir. C'est ce qui a été créé. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui, pourquoi rien n'est fait? Rien n'est fait parce que justement, il faut garder cet espoir vivant. Maintenant que l'espoir est là, ceux qui sont ses soutiens vont s'accrocher davantage. Parce qu'il ne faut pas qu'on les lâche. Beaucoup de ministres là savent qu'en termes de bilan, s'il faut poser le bilan, certains sont à mettre à la rigole. D'autres peuvent expliquer pourquoi ça ne s'est pas passé, merci à la poubelle, avec toutes les poubelles qu'on a déjà. D'autres savent que les maintenir là, c'est même un piège, avec tous les problèmes qu'ils ont. Donc voilà la capacité de l'Ombia. Il vous maintient, il vous tient tous en laisse. Chacun espère, chacun a espoir. Et tant qu'on a espoir. Voilà. Alors, quelqu'un a dit que certains qui ont été l'espoir fait vivre. Mais ça fait vivre. Et c'est le Cameroun est la preuve que ça fait vivre. Certains ont été conviés au palais hier avec les Camerounaises qui ont été reçues, les Lyonnes qui ont fait un travail formidable. J'apprends qu'elles ont reçu chacune une maison. C'est une bonne chose. C'était ministre chacune a au moins 50 millions dans son compte. Oui, et bon, j'ai vu aussi, la première dame a fait des ouf, je crois qu'elles vont danser davantage. Donc, vous voyez que nous sommes dans... Elle mérite bien les danser. Elle le mérite. Nous sommes dans un contexte perfecto où tous les Camerounais attendent quelque chose. Mais l'attente a pris le pas sur la réalité des défis dans la société. Ce qui fait donc que même les hommes politiques pêchent dans cette attente d'une possible élévation, en oubliant que, quel que soit le poste que vous avez, si les populations ne sont pas satisfaites, vous devenez un autre mangeur. Très bien. Un autre consommateur. Et les problèmes sociaux n'évoluent pas. Je sors en rappelant que les promesses ont été faites. Nous n'avons rien demandé au chef de l'État. C'est lui qui gouverne le pays aujourd'hui. C'est lui qui dirige la République dans toute sa dynamique. C'est lui qui a promis des mouvements parce que les Camerounais sont pleins des DG. Il a promis qu'il devait le faire. Nous attendons simplement qu'il le fasse. Qu'il nomme les généraux, qu'il bouge le conseil d'administration de la SNH et autres. C'est pas ce qu'il nous a promis. Donc, tout ce qu'il fera par ailleurs, c'est bien, mais ce n'est pas ce qu'il a promis aux Camerounais. Ce qu'il a promis, c'est ce qui est attendu. Merci, docteur. Saint-Éloi Bidjon, toi qui étudies le chef de l'État depuis une vingtaine d'années avec minutie, qu'est-ce qui peut pousser le président à promettre des choses aussi importantes et à la fin, peut-être pas à la fin, et à un moment donné, on a l'impression que ça tarde. Je vais parler du gouvernement de la République. Il a dit que ce septennat, ce sera également le septennat des jeunes et des femmes. Pour l'heure, avez-vous l'impression que le président est en train de respecter sa parole? Et si la parole du président de la République n'est plus respectée, est-ce qu'il n'y aura pas un problème de crédibilité de l'institution? Je ne pense pas que c'était la parole du président. Ah bon? Je suis de ceux qui sont convaincus que le président, à un certain moment, présentait des failles sanitaires. Et que des hommes ont profité de ces failles pour poser des actes. En 44 ans de règne, le président Biya n'a jamais dit ce qu'il va faire. Parce qu'en sciences politiques, on nous enseigne qu'un président ne dit pas ce qu'il va faire. Un président agit. Il ne dit pas ce qu'il va faire.
En 44 ans, vous n'avez pas le souvenir de ce que le président soit venu à la télé nous dire que je vais faire un gouvernement, je vais changer les DG, je vais faire. C'est pour ça que j'avais dit que ce discours n'était pas du président. Mais il était... Non, je vous dis encore que, je l'ai dit tout à l'heure, que je pense que le président n'est plus en capacité de pouvoir gouverner. Ah ben vous ne pouvez pas le démontrer, hein, cette loi. De toutes les Nous façons, avons vu un président de la quand on a l'âge du président... Nous avons vu un président de la République qui a dit un discours. Il ne m'influençait pas. Non, pas du tout. Tout au contraire, je vous rassure. Qui a dit un discours. C'est lui-même qui lisait le discours en question. Ah ouais. Comment nous allons dire aux Camerounais que non, ce n'est pas lui? Est-ce que c'est lui qui l'a écrit? Mais si nous ne sommes pas là. Nous ne savons pas qui écrit. Je vous dis, de lui le responsable. Le responsable, je suis d'accord avec vous. Mais je dis que le président est étranger à tout ça. Parce que c'est des choses... Non, je suis de ceux qui... Je suis de ceux qui lui demandent de rendre le tablier. Okay. Si vous ne voulez pas comprendre. Non, faut dire ça. Qu'il rende le tablier parce que les gens profitent de n'importe quoi pour faire n'importe quoi. Quel genre? Selon son entourage. Vous savez bien que ceux qui ont pensé le poste de vice-président avaient un agenda caché. Ceux qui ont pensé la nomination des DG avaient un agenda caché. Vous n'avez qu'à voir la nomenclature des DG qui ont été nommés ces 10 dernières années. Vous allez comprendre qu'ils ressortissent tous d'un même clan et de la protection des mêmes personnes. Donc, le gouvernement, le président n'a pas besoin de venir dire aux Camerounais que je vais faire un gouvernement. Et faire un gouvernement, et le gouvernement commence à travailler. Autant de choses. Vous savez, quand on a l'âge du président, dans nos villages, essayez de faire cet exercice-là. S'il y a un homme de l'âge du président dans votre village, ceux qui approchent cet âge-là ont la réputation d'être des sorciers. Et on les fuit même. Donc, le président a un certain âge et respectable parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir l'atteindre. Mais à un moment, on se rend compte qu'il y a des failles et les gens font des choses en ces lieux et places. Merci. Et je voudrais dire que le gouvernement que tout le monde attend, est-ce que le président a pensé qu'il pouvait faire un gouvernement? Il aurait fait une confidence à un diplomate qui ne fera plus de gouvernement depuis l'année dernière. Il faut rappeler que le dernier gouvernement date de janvier 2019. 2019 et qu'il n'en fera plus. Donc, mais quand vous faites cette annonce là sur le plateau, c'est dangereux, Saint-Éloi. Non, ça n'a rien de dangereux. C'est ça, le président n'a plus l'âge et le temps de pouvoir étudier des personnes. Sauf si j'ai une carence de vocabulaire, j'aurais pu utiliser les mêmes mots que l'honorable Koukpit Adamou. Si le président avait passé la main en 1992, s'il avait donné, tout le monde savait qui était le dauphin, potentiel. Je crois que le Cameroun ne connaîtrait pas les problèmes qu'il a aujourd'hui. Le G11 est né de quoi? Le G11 est né de ce que tout le monde pensait que le président avait il y a mis longtemps et qu'il avait un certain âge et qu'il fallait qu'il se fasse remplacer. Comme il est maître dans l'art de la ruse, ça il excelle et il est inégalable. Et il a encore réussi à emballer les gens. Pendant que Saint-Éloi écrivait le mandat de trop, le président se portait candidat. En 2025, en 2018, s'il avait passé la main, puisqu'on citait le nom de son fils, un peu partout, s'il avait passé la main à son fils, on n'aurait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc, en 2025, s'il avait passé la main, j'avais encore réédité le mandat de trop. Je vous dis que ne regardez pas les actions que vous attendez du président. Le Cameroun risque de vivre une crise terrible si le président venait à subir le temps de Dieu. Ce que nous ne souhaitons pas. Nous ne le souhaitons pas. Nous l'appelons donc. On risque d'avoir la suite du printemps équatorial qui a soufflé quelque part. Et il est grand temps
comme le président est revenu, quelqu'un l'a dit ici sur un plateau, que ça relève d'un miracle que le président nous règle le problème de la situation. C'est urgent, c'est impératif, c'est catégorique. Si le président règle ce problème, mais je sais qu'il ne le réglera pas à la manière des autres qui ont conçu un poste à leur mesure. À leur mesure. Mais que le président, je peux lui prêter une idée qui va certainement séduire les Camerounais, que le président convoque le congrès du RDPC et que à l'intérieur du RDPC, il fasse d'abord les premiers mouvements là-bas et qu'on désigne celui au RDPC qui viendra affronter Cookpit Adamo au truc. Ça va arranger les Camerounais. Nous sommes en train de parler justement des Camerounais, mais vous parlez d'une organisation interne d'un parti politique. Est-ce que c'est ce que les Camerounais attendent? Il faut bien commencer quelque part par faire ici. Le président les yeux au sein du RDPC et justement au niveau national. Parce que si on dit que pendant 44 ans, le président n'a pas vu celui qui peut le remplacer pour repartir dans la compétition à 93 ans, ça fait de la méchanceté. Merci. Avant de repasser la parole aux autres panélistes sur ce plateau, je suis bousculé par les messages à travers le monde. On va donc lire quelques-uns. Bonjour le plateau, ceux qui nous gouvernent réellement nous ont offert un triste spectacle hier au Palais de l'Unité. Depuis quand remettons... alors là, je n'arrive pas à lire la suite, Monsieur Lionel, du côté de Soie. Quelqu'un me dit ici, bonjour... Bonjour Perfecto, bonjour aux panélistes. Dans le contexte camerounais actuel, le vice-président, le remaniement gouvernemental et les nominations à la tête des entreprises publiques doivent être lus comme les éléments d'une même recomposition du pouvoir et de la gouvernance. La question du vice-président dépasse le simple cadre institutionnel. Elle renvoie à la succession, à la stabilité de l'État et à la préparation de l'avenir politique du Cameroun. Un éventuel remaniement ne devrait donc pas être une redistribution des fauteuils, mais l'occasion de privilégier la compétence, la responsabilité et l'efficacité face aux urgences nationales. De même, les nominations des DG seront jugées à l'aune des résultats attendus, meilleure gestion des ressources publiques, infrastructures, emploi, pouvoir d'achat et amélioration des services essentiels. En définitive, ces décisions souvent peuvent être une véritable bouée de sauvetage pour la gouvernance camerounaise, mais seulement si elles produisent une rupture avec l'immobilisme et se traduisent par des résultats tangibles pour les citoyens. Je vous amène du côté du +33, c'est un message qui nous vient donc de la France. Bonjour Perfecto, bonne émission. Dire que le président de la République est un dieu de la politique implique qu'il se dédie entièrement au bien-être d'autrui plutôt qu'à sa propre pérennité. À l'aube d'un départ après 44 ans, quel bilan factuel pour l'épanouissement de la population et le progrès de la société. La politique exige la vérité et l'action, non l'exercice exclusif de la durée. Durer pour durer, comme disait le politologue, n'aide pas. Bonne émission à vous. Un autre message ce jour. Bonjour le panel. Avec cette longue attente, je crois que les lignes vont bouger le plus tôt possible dans tous les secteurs clés des administrations. Réaction depuis Mbanga, vice-présidence, conseil supérieur de la magistrature, remaniement ministériel et directeurs généraux. Bonjour Perfecto, les Camerounais ne veulent qu'une chose, c'est la stabilité en tout. Moi qui suis élève, je m'inquiète pour mon avenir. Merci, c'est Idrissou. Un autre message ce matin. Bonjour chers voisins. L'analyse de Saint-Éloi est pertinente. Depuis un moment, les discours du chef de l'État sortent de ses habitudes. Rappelez-vous de son discours sur la question des lions indomptables. Il a fallu que Samuel Eto'o s'y oppose au forcing de certains membres du gouvernement pour que le peuple comprenne qu'il y a des fausses hautes instructions et que le président est piégé par les discours qu'on lui rédige. Perfecto, je suis sûr que si la nomination du vice-président avait été lue à la CRTV, en fin d'année, on aurait fait lire un discours au chef de l'État où il démissionne. C'est Saïd Edi Caprio.
Lisons encore ces autres contributions de téléspectateurs. Bonjour à tout le panel et bon dimanche. Perfecto, il se pourrait que l'intellectuel le plus capé du Cameroun... je ne connais pas cet intellectuel. Je préfère arrêter la lecture de votre message. Bonjour le plateau, le président est fatigué. Il fait même... c'est plus possible qu'il fasse un gouvernement. C'est une question. Donc, il veut savoir... s'il peut même encore faire un gouvernement. Nous avons tous les papis de même âge dans nos familles. Je pense que c'est très très urgent que le président fasse un remaniement. Et avec un vice-président, rien ne va plus. C'est Atangana qui envoie cette contribution. Alors, Maître Zogo, le président est-il encerclé? Le président est-il bloqué? Le président a-t-il encore la capacité de faire un gouvernement? L'on se rappelle quand même qu'à son temps, paix à son âme, le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, lors de la dernière prestation de serment du président Paul Biya, le président de l'Assemblée nationale avait dit publiquement au président de la République qu'il faut prendre des mesures, il faut remanier, il faut nommer. Il lui a même dit que si vous avez un problème de stylo, je vous donne le mien. C'est un Mondovision. Est-ce que Kavaye, de là il se repose en ce moment, n'est pas en train de dire que je vous avais pourtant dit que ce monsieur était coincé, qu'il était bloqué? Est-ce que Kavaye n'avait pas vu ce que nous ne voyions pas? Je pense qu'il arrive quelquefois que l'on devienne otage de ce qu'on a soi-même fabriqué. Et je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État est otage du système néocolonial dans lequel lui-même il a évolué, dont il a permis la pérennisation. Parce qu'à la réalité, je dis toujours qu'il y a des débats sur lesquels les gens ne devraient pas trop s'attarder parce que ça relève d'une vérité de la palisse. À son âge, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Ce n'est pas lui manquer de respect ou commettre un outrage à sa fonction que de le dire. À son âge, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Nous sommes des Africains. Ce n'est pas extraordinaire. Cependant, et c'est là où peut-être il a péché, c'est qu'il n'a pas construit un alignement. C'est-à-dire qu'il n'a pas su choisir les hommes qui devaient lui permettre de mettre en œuvre une vision. Et la dite vision même n'est pas très claire. Parce que moi, j'ai lu le livre pour le libéralisme communautaire. Ce livre est assez intéressant. Je trouve qu'il y a une très grosse dichotomie entre ce livre et ce que nous on voit sur le terrain. Et la dernière chose, c'est qu'il n'a pas su mettre en place un mécanisme de contrôle de la mise en œuvre de sa vision. Parce que dire aujourd'hui que il ne peut pas remanier, en réalité, il pourrait remanier même par personne interposée s'il avait su choisir les hommes. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. Si vous regardez les grosses fortunes internationales, les plus grandes entreprises du monde, dont le management n'est pas souvent de père en fils ou de père en petit-fils, vous allez rendre compte que de son vivant, un chef d'entreprise peut se rendre compte qu'aucun de ses enfants n'est apte à prendre sa succession. Il laisse ses enfants, il passe à ses petits-enfants. Et on a un cas d'école ici au Cameroun. C'est-à-dire que la personne qui gère le groupe, qui a le poste le plus stratégique au niveau du groupe, n'est pas le fils, mais le petit-fils. Ça veut dire que le leader doit prendre sur lui, d'observer autour de lui, de former, de détecter des talents, et d'être capable, lorsqu'il n'est même plus capable de lui-même, d'assumer la charge, de faire que quelqu'un d'autre qu'il a formé l'assume, sans même qu'on ne s'en rende compte. Le problème, c'est que l'alignement autour du chef de l'État n'est pas constitué de personnes capables de se projeter au-delà de leur petite personne. Il n'y a pas des hommes d'État autour de lui. C'est-à-dire des gens qui pensent que, ok, voilà, nous sommes en 2026, ça fait 44 ans que le président est là. Et contrairement à ce que le docteur Mbok disait tout à l'heure, le chef de l'État n'a pas fait des promesses, il a pris des engagements. Les engagements sont liés à un serment. On ne prête pas serment pour faire des promesses. On prête serment pour prendre des engagements devant le peuple camerounais. C'est la raison pour laquelle la représentation nationale est réunie en congrès. Et quand on prend des engagements, on est tenu de les respecter parce que les gens devant lesquels on prend l'engagement sont ceux qui justement vous donnent le pouvoir de pouvoir faire ce que vous êtes engagé à faire. Donc,
Je ne dirais pas qu'il ne peut plus, je dirais simplement qu'il est otage de son propre système. Et moi, à ce moment-là, j'interpelle ceux qui l'entourent. Parce que ceux qui l'entourent peuvent nous conduire sur une route ou sur l'autre. Il y a un chemin, celui de la continuité. J'ai déjà été clair sur plein d'interventions télévisées, radio et autres dans la presse. S'ils font le choix d'une succession filiale, on est dans la continuité et ça veut dire qu'on va vers la catastrophe. Pour parler en français facile, la succession de père en fils. Oui, on va vers la catastrophe. Vous n'êtes pas de ceux qui pensent que M. Franck Biya peut diriger ce pays. Je suis sûr que je peux le faire mieux que lui. M. Franck Biya, c'est un Camerounais. Il a certainement également des capacités. Oui. Mais comment vous pensez que vous pouvez faire mieux que lui? Parce que j'estime mes capacités supérieures aux siennes. Vous avez jaugé ses capacités? Je n'ai pas besoin de les jauger. Je suis certain que je ferai un meilleur député que tous les députés de la Léké actuelle. Vous avez apparemment des problèmes personnels. Non, pas du tout. Je suis ressortissant du département de la Léké. Vous êtes venu ce dimanche pour lyncher les députés de votre département. Parfait ici. Oui. Il y a beaucoup de Camerounais qui rêvent de diriger le Cameroun. Et c'est légitime. Beaucoup aspirent à le diriger. C'est naturel, je l'encourage même. C'est la preuve que l'espoir n'est pas mort dans l'esprit des uns et des autres. Mais moi, je n'aspire pas à gouverner le Cameroun. Je ne rêve pas de gouverner le Cameroun. J'y suis destiné. C'est différent. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis. Vous êtes destiné? Oui, je vous dis que... Ça vient de Dieu. Oui, voilà, vous avez tout compris. Vous avez causé avec Dieu? Oui, mes ancêtres m'ont dit beaucoup de choses. C'est pour cela que je dis que c'est donc la une succession filiale nous conduit droit vers le mur. Par contre, il est possible que le chef de l'État prenne tout le monde de court et nomme quelqu'un qui est capable après lui d'opérer la rupture, la césure idéologique nécessaire pour changer le système. Parce que le problème du Cameroun n'est pas conjoncturel, il est structurel. Il est le fondement même du système à partir de 1955 et l'éviction d'André Marimbida. Donc, je voudrais simplement que les Camerounais comprennent, et je sortirai par là que, quelque part aussi, les Camerounais sont comme des drogués du peuple du chef de l'État. C'est-à-dire que, il a fait 74 jours dehors, d'accord. Mais les gens étaient comme des drogués en manque. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que les gens étaient comme des drogués en manque. Je vous ai dit que c'est quand moi je parle, je ne m'adresse pas. Effectivement, le président est rentré. On a l'impression que c'est un peu bien. Je vous ai dit que Paul Biya est un égrégore. Allez chercher la définition. On fabrique un égrégore. Le renouveau, le système a fabriqué autour de lui quelque chose qui en a fait un égrégore. Les gens sont drogués de lui. À telle enseigne que quand il n'est pas là, ça va dans tous les sens. Il a suffi qu'il arrive, qu'il vous montre sa main, dont vous n'êtes pas sûr que c'était la sienne. Silence. Il suffit que 3 jours plus tard, ils reçoivent les lions au palais de l'unité, ils lisent un discours, c'est le calme plat. On a oublié qu'on n'a pas d'eau, pas d'électricité. Moi, je sors de Nkwaban. Quand vous regardez le carrefour Nkwaban, je ne sais pas si les gens se souviennent qu'il y a un carrefour comme ça, où il y a de l'eau, des sels, des ordures, à un même endroit. Les gens n'en parlent plus, c'est le silence absolu. C'est comme quand, étudiez bien quand vous regardez les drogués. Quand un drogué est en manque, dès que vous lui donnez une petite dose, il respire. En attendant la prochaine. Très bien. Voilà. Simplement, je voudrais dire aux populations camerounaises que, et l'honorable Kopita Damou ne me démentira pas, le vrai pouvoir, c'est à l'Assemblée nationale. Il y a des élections législatives et municipales qui arrivent. C'est pour là que je tape sur les députés de la Léké parce qu'ils n'ont rien à nous dire, ils n'ont rien produit en 7 ans. Il faut que les gens accaparent les élections qui arrivent. Parce que la seule façon d'empêcher qu'il y ait une supposition dans la Constitution, c'est que on peut en mars prochain décider que bon, si nous sommes majoritaires au Parlement, on change à nouveau la Constitution. Tout à fait. Voilà. Effectivement. Merci, honorable Kopita Damou, le président de la République, est-il toujours en capacité d'opérer tous ces changements appelés de nos voeux et surtout ces engagements pris devant la nation? Nous les avons énumérés tout à l'heure, poste de vice-président, nomination d'un nouveau gouvernement, nomination des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints, nomination de nouveaux présidents
président du conseil d'administration, parlant justement des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints et PCA de bon nombre de structures au Cameroun. La quasi-totalité est déjà dans l'illégalité, hein, pratiquement 113 lorsque nous prenons les DG, les DGA et les présidents du conseil d'administration. Alors, le même président que nous venons de voir, est-ce qu'il peut le faire? Bon, vous savez, pour ceux qui suivent constamment mes prises de parole publiques sur cette thématique, j'ai toujours rejeté la thèse selon laquelle le président serait innocent de tout ce qui se passe au Cameroun et que sur son entourage s'y ferait tout. Mais ce qui s'est passé hier m'amène un peu à réfléchir si je dois changer de posture. Lorsque j'ai suivi le président, pas en regardant le président physiquement, mais je ne sais pas si les Camerounais ont suivi et remarqué quelque chose qui est ressorti dans son discours. Quand il veut adresser les félicitations au Lion, il dit « Au nom de mon épouse, et à mon nom et au nom du peuple camerounais ». Je crois que une analyse de test de cette annonce m'a fait tilter. Et peut-être ça renvoie le message que les gens peuvent décrypter pour comprendre où est la direction du pays. Vous voulez dire exactement quoi? Attendez. Vous voulez dire qu'il reconnaît certains mots et d'autres il ne les reconnaît pas? Vous êtes à quel niveau quand vous faites votre étude de texte? Perfecto. Oui. Tu es ici, employé de ce grand groupe de médias dont le patron est mon cher ami Dieudonné Vin. Si tu viens maintenant, il te dit de venir présider une cérémonie. Tu viens, tu dis que tu dis que au nom peut-être de ton ami, avant de revenir dire au nom du PDG, ça veut dire que c'est ton ami là qui est le véritable patron de ce média. Ce n'est plus M. Vin. Parce que je ne comprends pas. C'est le représentant de quelqu'un qui peut lui dire au nom de tel, je vous dis telle chose. Mais là, pour le cas de le président hier, il disait donc au nom de son épouse. Au nom de mon épouse. Si nous appliquons dans votre théorie. Et à mon nom peuple, à mon nom ça veut dire déjà. Maintenant, le peuple en bas. Ça veut dire que il s'adresse, il parle là, il a d'abord un envoyé de son épouse qui désormais est la véritable dirigeante du pays. Oh là là. Vous comprenez? Non, donc, ça ce sont des formules protocolaires. Le président prend des formules protocolaires. C'est-à-dire, quand on est au sommet de l'État, chaque mot a son sens. Chaque geste a son message. Je ne peux pas être chef de l'État. Et quand je m'adresse à la nation qui est le souverain, je lui dis, au nom de tel, et à mon nom même vient en dessous de l'autre. Ça veut dire que c'est l'autre qui est le suprême des hommes. Honorable Copete, nous sommes dans des usages protocolaires. Non, les usages protocolaires, c'est la première fois que ça se fasse. Et c'est la femme on célébrait les femmes. Voilà. Non. Et nous célébrons les femmes hier. C'est les femmes. Et maintenant, il y avait donc Madame Chantal Biya. Oui. Est-ce qu'il n'est pas normal que le président dise au nom de mon épouse et en mon nom propre, nous adressons, au nom du peuple camerounais, nous adressons les félicitations au lait. La hiérarchie des choses. La hiérarchie des choses. Ça que l'on veut coller, moi, ça c'est d'accord. Honorable, on vous donne la parole. Ça que l'on veut d'abord coller quelques mots. Ça c'est moins grave. Parce qu'on peut considérer ça comme une erreur protocolaire. Bon. Ce que moi j'ai trouvé plus grave, c'est que pendant le toast, le président n'était plus visible. C'est madame qui faisait le tour et toutes les caméras étaient orientées vers madame et vers d'autres personnes. On peut trouver des explications à cela, M. Bidon. Ce qui m'amène encore... C'était la fête des femmes, M. Bidon. Je suis d'accord avec vous. Vous voulez que le président puisse aussi sauter, comme Mme Chantal Biya, qui sautait avec Abou Djongene, et ainsi de suite. De toutes les façons, les caméras
la sécurité et le protocole étaient tous orientés vers Madame. Et tout le reportage de la CRTV était sur... Il y a une explication qu'on ne peut pas donner ici, M. Bidon. Si vous avez constaté que les caméras étaient moins visibles du côté du président de la République, il y a une explication, mais que moi je ne donnerai pas ici. Mais j'ai été frappé par contre. Est-ce que vous avez vu qu'un ministre de la République a coulé des larmes quand le président prenait la parole? Et pourquoi il a coulé les larmes? L'émotion. C'est d'abord quel ministre? Ça doit être le... Il y avait un ministre en gants bleus là, ou le fils du président. Monsieur Bassiliken? Non, Monsieur Bassé, il était assis avec... le CNZT du Conseil économique et En tout social. cas, Il a coulé des larmes. C'est vrai que la signification sémantique des larmes peut prêter à question. S'il y avait Allons-y, docteur. Au corps défendant du protocole d'État à ce moment-là, moi je pense que c'est la femme qui était célébrée. De l'autre côté, ne lui donnons pas l'âge du chef de l'État qui n'a plus la capacité. Nous n'irons pas dans les détails. Oui, et troisièmement, ça je reviens maintenant dans l'attitude même des Bantous. Si chez moi je reçois les dames de mon village qui viennent recevoir des félicitations de ma part, franchement je les laisse à mon épouse pour qu'elle continue à célébrer ensemble. C'est de la Je ne galanterie. vois pas en ça un problème particulier. Appelons ça comme ça. C'est de la galanterie. Et c'est Honorable qui avait dans la parole. Il reprend sa parole. Voilà, je reprends donc la parole pour dire, je ne comprends pas pourquoi nous réduisons cet État à justifier ce qui... Malheureusement, nous en sommes rendus. l'écart des normes. L'écartement de normes et nomination de l'écart. Le président était absent pendant 74 jours, c'était un record, il l'a jamais fait pendant 44 ans, depuis 44 ans. Et ça a ouvert la voie à des interprétations, à des polémiques. Nous avons pensé que lui-même devrait montrer sa capacité, qu'il est encore en train, il tient la gouvernance du pays, en s'adressant à la nation à partir de là où il était, en faisant une petite vidéo, il l'a pas fait. Et je veux comprendre pourquoi on a voulu maintenir le suspense jusqu'à son arrivée. L'arsenal déployé par la CRTV était indirect. C'était indirect, et quand on fait le direct, et qu'on vous évite de voir certaines séquences de l'événement, On ne doit rien ça cacher. aggrave donc la suspicion. Honorable. Et on ne nous a pas montré comment le président descend. On ne nous a pas montré comment le président descend de l'avion, comment il fait. On a mobilisé une foule. Comment justifier? Honorable, est-ce que c'est la descente Est-ce que c'est la descente d'avion du président qui était importante? Qu'est-ce qui était important? C'est que de voir le président. Quand on fait le direct, l'essentiel du direct, c'est-à-dire la vedette du direct, c'était le président de la République. Vous savez que le direct, ça ne revient pas. De la voiture, de l'avion, on trouve quelque chose de plus important que de montrer. Que ce n'est pas gratuit, c'est notre agent qui fait ce direct. Alors, c'était pas gratuit. Donc vous voulez tirer les oreilles à la CRTV. Et on nous montre le bras. Honorable, vous voulez tirer les oreilles à la CRTV. Je lui dis tout ceci, je convoque tout ceci pour répondre finalement à la question que vous m'avez posée de savoir si le président est encore en capacité de nous donner tous ces le changements. gouvernement, de nous donner le nouveau DG, de nous donner... en fait, vous savez qu'il y a plusieurs générations de magistrats qui sont en train de souffrir, simplement parce que le président ne trouve pas le temps. Et il y a même, je pense, également les de la magistrature. Et c'est un crime. C'est un crime. J'espère que le moment venu, on tiendra compte de tout ce temps qu'ils ont perdu dans le calcul de leur intégration, le départ à la retraite et autres. Donc, moi, je convoque donc tous ces petits éléments pour vous dire que jusqu'au retour du président, à ce moment de retour du président, et ce qui s'est passé hier, j'étais de ceux qui refutaient la thèse selon laquelle c'est l'entourage du président qui dictait ses lois au président et que c'est cet entourage qui désormais gère le pays. J'étais contre ça. J'étais sur le président à la plénitude de sa responsabilité et de l'exercice de ses hautes fonctions et il exerce tout ce que nous avons comme conséquence que nous décrions, il en est le principal responsable. Mais je commence donc à douter. Et pourquoi vous dites? Je commence à douter. Parce que ce que je viens de vous dire là. Pourquoi on nous cache sa descente?
Pourquoi on nous cache pourquoi il ne se fait pas un bain de foule? Pourquoi en s'adressant aux gens, il veut donner l'impression qu'il est l'envoyé de son épouse en disant qu'il parle au nom de son épouse? C'est un problème. Vous ne pouvez pas être... Vous pouvez bien justifier que c'est parce que c'était les femmes là-bas. Il n'avait qu'à dire que bon, je délègue ma responsabilité à mon épouse qu'il aille maintenant. Mais s'il le disait encore, adresser les félicitations. Honorable, s'il envoyait encore son épouse recevoir les lions, vous serez encore les premiers à vous lever. Non, et dire encore, vous voyez, ce monsieur, vous faites comprendre qu'il a fini. Écoutez, ce qui est prévu, ce qui est prévu dans les dispositions législatives et réglementaires, quand on les aime, même si c'est maladroit, on ne décrit pas, parce que ce qu'il fait, ça c'est la loi. Mais je dis, la loi lui donne la plénitude du pouvoir de déléguer certaines de ses prérogatives au pouvoir à qui il veut. C'est comme il pouvait dire, j'ai délégué ma responsabilité d'adresser les félicitations de la nation aux lions indomptables à mon épouse. Lorsqu'il délègue. Et que de l'amener et dire que au nom de mon épouse. Lorsqu'il délègue les hautes instructions, vous êtes les premiers à les contester. Non. Le président pouvait bien dire à la nation, aux lions, je vous adresse mes félicitations au nom de la nation et j'ajoute également les félicitations de mon épouse. Ce n'est pas que c'est au nom de votre épouse que vous adressez les félicitations aux lions. Au nom de votre épouse, qu'elle est qui? Elle est quoi c'est l'épouse du chef de l'État, et ça veut dire ce que ça veut dire. L'épouse du chef de l'État n'a pas un statut. Elle n'a pas un statut. L'épouse du chef de l'État, on lui doit du respect. On doit du respect. L'épouse d'un chef de l'État. Nous tous, on lui doit le respect. Merci beaucoup. Mais on ne lui donne pas dans l'ordre constitutionnel. On va passer la parole. Ils ne sont pas les siens. On va passer la parole au docteur Mbok. Docteur, dans un pays normal, et je pense que c'est le cas du Cameroun, un directeur général qui a plus de 20 ans, 25 ans, voire plus de 30 ans à la tête de son infrastructure. Et lorsque nous savons également que pour le cas du Cameroun, c'est maximum 9 ans lorsque vous êtes directeur général. Est-ce qu'on peut encore dire avec la force des arguments que nous sommes toujours dans un pays qui est bien dirigé? Non, on a un sérieux problème de gouvernance et on en parle tout le temps. Je crois même que c'était un des principaux chevaux de bataille de la campagne électorale. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas les personnes qui sont nommées, mais c'est la vision qu'on doit atteindre quand on est nommé quelque part. C'est-à-dire que DG, PCA, ministre, tout ce que vous voulez, rentre quand même dans les prérogatives du chef de l'État qui consistent à satisfaire les populations. Donc chacun dans son segment doit avoir une feuille de route, un projet, un programme et un timing. Maintenant, il devrait naturellement avoir une dynamique de suivi, de vérification, de contrôle, d'évaluation et maintenant de rendement. C'est-à-dire qu'il y a des DG qu'on peut reconduire parce qu'ils sont excellents et qu'ils ont produit un résultat mais à 300%. On se dit, mais attendez, on attendait 10. Il a tellement bien travaillé qu'on pense qu'à le reconduire, ce serait une bonne chose. Je vous prends un exemple simple. Jack Bauer, quand il dirigeait la ville. Vous voulez parler de l'ancien maire de la ville de Yaoundé, voilà. M. Timéfo. Vous croyez que si aujourd'hui on demande aux Camerounais de faire revenir Jack Bauer, même pas un dira non. Parce qu'autant de Jack Bauer, on n'a pas les poubelles qu'on a là. Aujourd'hui, on a les poubelles. Quel est le problème? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça ne nous concerne pas. Parce que quand vous êtes en responsabilité, c'est à vous de trouver les solutions. C'est à vous d'apporter des remèdes aux différentes maladies sociales. Donc aujourd'hui, le problème, comme pour le chef de l'État, les Camerounais, c'est pas la durée qui est un problème fondamental. Mais c'est les missions qui devraient être atteintes qui ne le sont pas. Et c'est ça qui met mal à l'aise. Un DG qui est censé, je prends le cas de Camtel, qui est monté en première catégorie, qui est aujourd'hui l'exemple parfait, mais je rappelle que Camtel devrait se rassurer qu'on n'ait pas d'interférence au niveau de nos téléphones, qu'on n'ait pas de problème avec Internet. Mais de vous à moi, combien d'appels vous passez qui vont normalement du début à la fin? Les plateaux sont saturés. Alors, nous ne voulons pas savoir ce qui se passe, est-ce que les opérateurs payent ou pas. Le DG de Camtel est nommé pour nous épargner ce genre de problème. Quand on les vit encore et qu'on est obligé de tourner vers le chef de l'État, ça veut dire que le DG doit se rassurer que ça n'arrive plus. Vous voyez donc qu'aujourd'hui, est-ce que nous sommes en temps normal? Non. Nous ne sommes pas en temps normal. Parce que tout est dépassé
dans la dynamique de la gouvernance. Les politiques sont désuètes. Et parce qu'ils sont désuètes, s'il n'y a pas de réforme, et mettre pas souvent de césure, s'il n'y a pas de césure et de rupture pour faire des réformes adaptées, parfait, on aura beau nommer de nouveaux DG. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Donc le problème, et je rejoins Maître à ce niveau, il n'est pas fonctionnel. Le problème de ce pays, il est structurel. Au niveau des politiques publiques, l'Assemblée nationale sert à quoi? Si vous avez encore la politique du nombre, et non la politique des idées, des projets pour que le pays évolue, c'est une caisse de résonance. Très bien. Parce que eux seront 30, les autres sont 150. Quand il faut aller sur le nombre, c'est perdu, c'est plié d'avance. Si un DG est nommé par affinité, par amitié ou par récompense politique, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il mobilise plus de militants et non qu'il atteigne la résolution des problèmes des populations. On aura abouti à quoi? À rien du tout. Aller jusqu'au ministre, on a vu une dame qui a cassé la porte d'une administration parce qu'il fallait qu'on libère SSB, il y avait une route qu'il fallait terminer. Dès qu'on a terminé la route, on n'en parle pas. Mais je vous rappelle que la mairie de la ville est construite par le contribuable camerounais. La ville a été remplacée comment? Par qui? Qu'est-ce qui s'est même passé? On vous dira peut-être qu'elle a fait pour une bonne cause. Hein. La preuve en est d'ailleurs que 5 jours, 7 jours plus tard, la route passait déjà. Or, nous avions déjà passé pratiquement 3 ans, 4 ans au même endroit. La route ne passait pas. Bon, ça veut dire donc s'il faut peut-être bouter une porte pour que la route passe, ce serait quelque chose de formidable. Ça veut dire qu'on va donc justifier le monsieur qui a tué sa femme? Non. Dans le cas d'espèce, on a bouté une porte, on n'a pas de chemin. Non, on va donc valider le monsieur qui a estimé que c'était son rat, c'était sa femme, et il fallait la tuer. Donc comme c'était son marché, il fallait casser la porte, et c'est normal. Dans un contexte purement camerounais, si on peut bouter une porte tous les jours et qu'on construise une route, qu'est-ce que nous devons prendre comme résolution? La résolution qui doit être prise, c'est qu'il faudrait qu'on rentre véritablement dans l'état de droit. Et l'état de droit, c'est qu'on respecte la justice, on respecte le peuple. On rend compte au peuple qui nous a élus des désidérata que nous lui présentons. Mais quand pire encore, c'est vous-même qui formulez les politiques publiques. C'est vous-même qui les élaborez. C'est vous-même qui décidez de les appliquer. Et vous le faites mal. À qui la faute? Merci, docteur. Alors, Saint-Éloi Bidjon, dans un pays où nous avons autant d'intelligence, sur ce plateau, certains l'ont reconnu, hein, que vraiment, les Camerounais, au-delà des diplômes, il y a des Camerounais qui sont vraiment intelligents, qui ont de l'expertise. Et c'est dans ce pays que vous avez donc des ministres qui occupent 2 ministères. C'est-à-dire qu'il est ministre de 2 ministères. C'est dans le même pays que vous avez des directeurs généraux qui sont là, pratiquement ad vitam aeternam, depuis 30 ans. Il est directeur général, ça ne dérange personne. Vous avez également dans le même pays des personnes qui sont triple PCA. C'est-à-dire les ministres et triple PCA dans plusieurs entreprises. Alors, c'est la particularité du Cameroun, ou alors le Cameroun est véritablement devenu quelque chose, une étude à mener au niveau de la planète. C'est une curiosité planétaire, le Cameroun? Une curiosité géographique internationale, le Cameroun. Le mot inertie n'est pas de moi. C'est du président de la République. Et du président de la République. Mais vous vous rendrez compte que pendant 44 ans, le président a cultivé l'inertie. Et a même su récompenser ceux qui se sont illustrés par l'inertie. Je voudrais vous prendre un exemple. Le monsieur Mouté Abidias est directeur général du FNE depuis 35 ans. Si vous lui demandez de venir vous présenter le bilan du nombre d'emplois qu'il a créé depuis la création, ça n'existe pas. Si vous prenez une administration comme elle s'occupe des problèmes de santé, là, le monsieur a été nommé par la Ligue en 1975. Wow. Et il est encore en fonction au même endroit. Vous prenez monsieur Moudike, donc la SNH. La SNH. Donc, ce n'est pas une injure, mais c'est parce que je n'ai pas de vocabulaire assez riche. Donc, la sénilité et l'incapacité sont criards. Ouais. Mais il est à la SNH depuis. Alors, le président a multiplié ce type de facteurs. Et mieux, il a même nommé des gens qui étaient déjà en retraite dans leurs fonctions. Et
les a... Non. Nous avons le cas des gouverneurs. On ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire que gérer comme s'il n'y avait pas de remplaçants. Ouais. Moi, je sais déjà que je ne peux pas faire la liste des remplaçants, peut-être parce que je ne suis pas de sa caste. Parce que le président gouverne le pays avec ceux de sa caste et ceux qu'il connaît très bien. Donc, le moment est donc venu aujourd'hui. Quand vous avez 5 promotions de magistrats au quartier, j'en connais un qui vend les médicaments de la rue. Un magistrat. Oui, un auditeur de justice qui s'en va travailler sous les selles d'un magistrat. Il finit, il revient à Mélène, il vend les médicaments de la rue. Vous regardez les huissiers de justice. Les greffiers. Les greffiers. Tout le monde est dans la rue. Ça signifie que le président ne peut pas dire qu'il ne connaît pas. Qu'il ne connaît pas. Et ce n'est pas le seul secteur de nomination. Le gouvernement, quand même l'usure de la fonction. Vous regardez Luc Magoué Mbarga Tangara, il a fait plus de 20 ans au même poste. Vous regardez Jacques Fayon, plus de 20 ans au poste. Vous regardez Madeleine Tchoté, plus de 20 ans au poste. Hélène Pierre, plus de 20 ans au poste. Laurent Esso. Vous comprenez que Laurent Esso était de la ministre Souaïdjo. Parce que quand on était sous Biya, quand Biya c'est le plus ancien ministre, quand on était chancelier de l'université, on avait rendu vice-ministre. Et ils sont là, ils continuent à travailler. Quand les jeunes viennent à son poste, on vous dit c'est le septennat des femmes et c'est le septennat des jeunes. Mais on a nommé le PCA de la Sonadel dernièrement. C'était un jeune. Sokadel, je ne pense pas. On a nommé un PCA dans tout le bordel qu'il y a à la SNH aujourd'hui. On est venu ajouter un PCA. C'est tout un jeune. Je ne pense pas. Et j'arrive à la conclusion que le président a plus l'esprit de ruse, même quand il fait semblant d'être trop malade là, on annonce ça à haute. Comment ça fait semblant? Non, le président veut le buzz. Et il a obtenu le buzz. À l'entrée, il a obtenu le buzz. Le président est un jeune, il a encore le buzz. Non, il ne fait que ça. Le président a eu tous les autres. Il ne fait que ça. Est-ce que le président n'a pas encore besoin du buzz? Je vais vous dire, me voici dans la Douala. Dans une vingtaine d'années. C'est ce que j'ai fait. Et moi, j'attendais ça. Que je vous donne rendez-vous dans 7 ans. Puisqu'il est venu jusqu'à 20 ans. Merci, c'est ce qu'il fallait dire concernant ces premiers sujets inscrits à l'ordre du jour.